La rédaction s'est rendue au Japon et plus précisément à Osaka, la troisième plus grande ville du pays, pour découvrir le très attendu Resident Evil 6. Chose rare, Capcom a accepté de nous ouvrir les portes de ses studios en exclusivité afin de nous livrer tous les secrets de ce prochain épisode. Nous avons ainsi pu interviewer l'équipe de développement, tester une nouvelle version et voir toutes les dernières nouveautés en solo comme en multijoueur. Alors, Resident Evil 6 marque-t-il le grand retour de la série vers le survival horror ? S'agit-il à nos yeux de l'épisode le plus ambitieux ? Les réponses à toutes vos questions, c'est tout de suite sur le plateau de jeuxvideo.fr. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau pour cette nouvelle émission entièrement consacrée à Resident Evil 6 puisque Virgile a eu l'honneur, le privilège d'être le seul média français convié dans les studios de Capcom à Osaka, ce qui est une chose, comme je le disais dans le sujet, très très rare. Ouais, très rare, même exceptionnel, puisque c'est la première fois qu'en fait Capcom accepte d'introduire des journalistes dans les studios de Resident Evil. Grand honneur, comme tu le dis, même si on n'a pas pu voir grand-chose, c'est toujours très surveillé. Attention, tu filmes pas ça, tu peux filmer cet artwork et cet vitrine, mais pas le reste. Donc voilà, on a pu rencontrer pas mal de développeurs, notamment le trio de tête. Le trio de tête qui se compose de Hiroyuki Kobayashi, qui est un vieux de la vieille, qui a bossé sur Kyler 7, sur le premier Resident Evil, sur Code Veronica, sur plein de Resident. Donc c'est un petit peu le daron qui chapeaute tout, qui met des coups de fouet, qui mène tout le monde à la baguette. À côté de lui, on a un petit jeune, un producteur qui a pas trop d'expérience, puisqu'il s'agit de Yoshiaki Hirabayashi, c'est un peu dur. Qui a bossé dont la seule expérience sur Resident Evil, c'était sur les cinématiques du 5. Donc voilà, c'est un grand saut dans le bain pour lui. Voilà, grand baptême du feu. Et le directeur de ce titre, le réalisateur, c'est Eiichiro Sasaki. Alors lui, pareil, c'est un petit peu une grande première, puisque jusqu'à maintenant, il avait déjà été directeur sur Outbreak 1 et 2, mais on va dire que sur un épisode majeur de la série, c'est pareil, c'est son grand départ, sa première grosse expérience dans le domaine. Là, tu l'as dit, c'est un trio de tête très important, puisque pour Capcom, Resident Evil 6, c'est sans doute le plus gros projet en fait, à date, en tout cas dans l'histoire de la série. Oui, parce que justement, Resident Evil 5 avait fait un gros carton, contrairement à la grogne des joueurs qui l'avait un petit peu descendu. Le public, lui, l'a un peu plus plébiscité que les autres, puisqu'il a quand même fait un joli score. Et justement, la différence entre Resident Evil 5 et Resident Evil 6 en termes de production, c'est les développeurs qui en parlent. On écoute et puis on revient tout de suite après. Resident Evil 5 fut une très grosse production pour nous, donc beaucoup de monde était impliqué dans son développement. Mais le 6 est une production encore plus importante. En interne, il mobilise environ 150 personnes. Et si vous y ajoutez toutes les personnes extérieures impliquées, ce chiffre grimpe à 600 personnes. Donc il s'agit d'une très grosse prod pour nous, rien qu'en termes de ressources humaines. Nous avons assigné 10 unités de production aux campagnes du jeu. Nous ne les avons pas réparties en fonction de la campagne. Elles ont toutes travaillé sur les 3 campagnes. En revanche, chacune de ces unités était spécialisée par exemple sur l'intelligence artificielle des ennemis, le système de combat ou encore l'incorporation des puzzles. Alors voilà, on les a entendus, donc c'est un projet très ambitieux. Et pour toi, 600 personnes quand même. Est-ce que toi, c'est énorme. Même des équipes comme Rockstar ou comme Ubisoft montent parfois à 500, 600, mais on va dire dans le jeu vidéo, même mondial, là ils atteignent un niveau très élevé. En vendre un paquet. Ouais, forcément. Mais est-ce que pour toi, justement, c'est le plus ambitieux de la série, sur ce que tu as pu voir? C'est le plus ambitieux. Sur le papier, en tout cas. En tout cas, sur le papier, oui, parce que tu as quand même 3 campagnes, tu as 3 scénarios différents, tu as plein d'environnements différents. Voilà, comme ils le disent, il y a quand même 10 unités de production qui travaillent sur plein de secteurs différents, donc ont toutes travaillé sur les 3 campagnes. Ils n'ont pas été divisés en 3 chacune sur différentes campagnes. En tout cas, ça s'annonce, oui, effectivement, je pense, en termes de prod et en termes de variété de ce qui va être proposé, comme l'épisode le plus ambitieux. D'ailleurs, une des choses qui a été dévoilée pendant cet événement, c'était la campagne d'Ada. La campagne avec Ada, donc ça c'est quand même quelque chose qui tenait à cœur particulièrement les développeurs et les fans qui rêvaient de retrouver Ada, cette petite brunette qui est censée être morte d'ailleurs depuis Resident Evil 2, depuis sa superbe chute dans un ravin. Mais qui ne l'est pas, et justement, qui ne l'est jamais on vraiment. va écouter notre ami le réalisateur Sasaki qui nous parle des caractéristiques principales de cette campagne. Tout d'abord, pour débloquer la campagne d'Ada, il faut finir les campagnes de Jake, Léon et Chris. Donc le fait qu'elle arrive en dernier constitue déjà un challenge. Et puis ici, vous n'êtes pas accompagné d'un autre personnage, donc cela met encore la barre plus haut en termes de challenge. Enfin, Ada n'est pas un personnage très run and gun, donc elle devra prendre son temps pour explorer les niveaux.
La dimension puzzle de sa campagne est là pour vous compliquer la tâche durant cette exploration. Et je pense que c'est un des charmes de sa campagne. Alors voilà, Ada Wong, donc toi tes impressions, est-ce que c'est plus action? Alors déjà infiltration pour résumer un entre les petit deux peu, pour vous faire un petit peu un topo sur de quoi il s'agit exactement. Donc déjà la campagne, il l'a dit, elle est débloquée au terme des 3, c'est-à-dire c'est pas tu joues une partie de la campagne d'Ada quand on a fini, que tu as fini une campagne, puis c'est en l'autre, quelque etc. sorte la cerise sur le gâteau Voilà, pour c'est la cerise sur le récompenser gâteau. Donc et c'est pour encourager les joueurs à jouer à toutes les campagnes. Tout à fait. Donc ça permet de revisiter certains niveaux, de faire la lumière aussi sur certains éléments de scénario qui ont été passés sous silence dans les 3 premiers scénars. Au niveau des capacités du personnage, donc elle a ce grappin qui permet d'accéder à justement à des passages que les autres n'ont pas pu découvrir. Elle a également une arme qui lui est propre, c'est-à-dire l'arbalète. Voilà pour ce qui est des caractéristiques principales. Il faut quand même noter que dans la progression, et ça je l'ai vu en y jouant, tu vas avoir des crossovers avec les autres persos. C'est-à-dire qu'Ada joue toute seule, par contre c'est uniquement solo. Ada est toujours toute seule. Par contre elle va croiser à certains moments la route. Et bien par exemple là c'était le cas avec Léon et Elena, et elle va devoir coopérer avec eux pour abattre un boss. Tu revisites essentiellement les niveaux auxquels tu as déjà joué dans la campagne, et où est-ce qu'il y a des environnements inédits? Alors il devrait y avoir des environnements inédits, des créatures inédites. Donc ça j'ai quand même demandé aux personnes qui s'occupent de tout ce qui est design de monstres, création de monstres, etc. Donc ils m'ont bien confirmé qu'il y aura des choses inédites dans la campagne d'Ada. Ceci dit, c'est une campagne qui est axée beaucoup plus sur l'exploration et les énigmes. Donc c'est en ça qu'elle va essayer de se distinguer, même si elle va revisiter des niveaux des autres campagnes, elle va essayer de se distinguer là-dessus. Alors moi de ce que j'en ai vu pour le moment, c'est-à-dire dans la campagne de Léon et Elena, ça fonctionnait bien parce que la campagne de Léon et Elena qui est axée Survival Horror. S'y prête bien justement. S'y prête bien, on y reviendra, on va en parler après. Mais la campagne de Léon et Elena qui est axée Survival Horror, eh bien, son ambiance oppressante, le confinement des environnements, ça fonctionnait bien justement avec cette idée d'exploration et d'énigmes. Mais après, tu attends de voir avec les autres campagnes comment ça va s'intégrer. Parce que là, bon, des énigmes, on a eu une énigme en particulier qui était quand même assez retorse, qui était plutôt intéressante à jouer. Ceci étant, qu'est-ce que ça va donner avec les autres scénarios, et en particulier avec celui de Chris et Pierce, on va y revenir encore une fois sur ce scénar-là, qui est infiniment plus orienté sur l'action, et surtout aussi avec des environnements, en tout cas celui qu'on a découvert sur cet événement-là, un environnement qui était plus ouvert, plus urbain, plus à ciel ouvert justement. Comment est-ce que cette... C'est peut-être là où ils vont justement introduire ces séquences inédites. Voilà, ces séquences inédites, mais voilà, moi je reste vraiment dubitatif là-dessus, parce que je me demande si la campagne d'Ada va pas être trop tributaire justement du reste, des autres campagnes. Donc voilà, en tout cas moi de ce que j'en ai vu pour le moment, c'est-à-dire encore une fois avec Léon et Elena, ça fonctionnait vraiment, vraiment très bien. On attendra de voir. Ensuite, autre nouveauté, donc inédit pour la série Resident Evil, il s'agit du mode Agent Hunt. Alors Agent Hunt, pour résumer très rapidement, c'est un mode dans lequel tu incarnes une créature. Voilà, tu as une créature, tout à fait. Et je pense qu'on peut d'ailleurs laisser parler, je ne sais plus qui parle. C'est Hirobayashi qui nous parle justement de ce mode de jeu-là, qui pour lui est très important, puisque encore une fois, c'est une grande première dans l'histoire de la série Resident Evil. Ce mode a été designé différemment du jeu principal. D'abord, les contrôles diffèrent complètement de ceux des personnages du jeu, mais aussi selon la créature jouée. Ils font donc prendre en compte qu'il y a une courbe de progression dans leur maîtrise. Nous essayons de proposer un jeu équilibré, mais ici l'avantage va aux personnages plutôt qu'aux ennemis, car l'idée de ce mode est de faire irruption dans la partie de quelqu'un d'autre. Ce joueur essaie de terminer le jeu de son côté et vous surgissez pour lui mettre des bâtons dans les roues. C'est pourquoi nous ne voulons pas ruiner l'expérience de celui qui progresse dans le jeu, mais la pimenter. Vous pourrez donc l'attaquer, mais nous ne voulons pas que vous puissiez l'empêcher d'apprécier le jeu. Mais comme nous voulons que cela reste fun pour vous aussi, considérez ce mode comme du survival horror en termes de gestion des ressources. Contrairement aux joueurs, vous avez un panel de mouvements très limité, mais vous pouvez respawn à différents endroits. Vous devez donc faire preuve de plus de stratégie, et je pense que c'est de là que viendra le fun de ce mode. Donc là, comme il nous le dit, en fait, le but du jeu, c'est d'incruster, en fait, de s'incruster dans la partie d'un joueur. Donc c'est vraiment de jouer le trouble fait. L'idée, c'est vraiment ce qu'ils ont essayé de faire. Alors là, par contre, là, je pense que je vais être beaucoup plus critique. Mais l'idée, ce qu'ils ont essayé de faire. Juste pour mettre les choses dans le contexte, on est bien d'accord, c'est en ligne en fait. C'est que tu t'incrustes dans une partie de quelqu'un qui est en train de jouer. Tout à fait. Tu t'incrustes dans sa partie et tu joues un monstre pour essayer d'un petit peu de pimenter sa partie. Et puis voilà, de jouer le trouble fait en gros. C'est ça l'idée. Sachant que ce mode est débloqué pour chaque campagne. Une fois qu'on a terminé une, il est débloqué pour cette campagne, etc. C'est pas comme Ada où il faut tout faire d'un coup. Et puis tu peux faire évoluer aussi les caractéristiques de ta créature avec les skills qui sont aussi disponibles dans le jeu, dans les campagnes. Alors,
Le truc, si tu veux, avec ce mode-là, c'est qu'il y avait un souci légitime de privilégier